Bonsoir, c'est toujours un vrai plaisir de se retrouver ensemble pour une soirée d'été. Et quoi de mieux qu'une nouvelle émission de 28 minutes pour la célébrer. Et bonsoir à vous, chers amis autour de la table. Bonsoir. Et l'actualité, eh bien, ce sont les commémorations du bombardement nucléaire d'Hiroshima. 80 ans plus tard, le Premier ministre japonais regrette que les leçons n'aient pas été tirées de cet événement tragique. Les divisions au sein de la communauté internationale sur la question du désarmement nucléaire s'accentuent et le contexte sécuritaire actuel devient de plus en plus grave. Alors la menace nucléaire est-elle de retour? Est-il encore possible de parler de désarmement nucléaire dans un monde où de nouvelles tensions apparaissent chaque jour? Nous en débattrons. En fin d'émission, nous retrouverons ceux qui auraient pu faire une grande carrière en performant face à des taureaux mousses, mais ils ont préféré écrire des chroniques, tant mieux pour nous d'ailleurs. Bonsoir Quentin Darmon et Marjorie Adelson. Bonsoir. Alors au programme ce soir, Quentin. C'est l'homme le plus controversé d'Irlande. L'ancien champion de MMA Conor McGregor veut devenir président malgré les scandales. Son maître à penser, Donald Trump, bien sûr. Bien sûr. Et vous, Marjorie? C'est la crise diplomatique entre la France et la Pologne en cause, la future égérie des billets de 20 €, une certaine Marie Curie. On vous retrouve bien sûr en fin d'émission, car avant ça, nous allons parler amitié. Vous savez, celle qui se noue souvent en saison estivale quand on est adolescent. Le film L'été de Jaya, c'est un peu ça en fait, avec une particularité. Les deux héroïnes se rencontrent dans un centre d'accueil pour réfugiés en Belgique. L'une des deux actrices principales, Nora Bonsey, est notre invitée. Un rôle qui fait écho à sa propre vie. Et c'est tout de suite dans 28 minutes. Bonsoir Nora Bonsey. Bonsoir. Alors vous êtes comédienne, entre autres, on va voir qu'il n'y a pas que ça dans votre vie, mais là vous êtes invitée en tant que comédienne. Vous êtes à l'affiche du film L'été de Jaya d'Olivier Mez qui est sorti aujourd'hui dans les salles. Je vous présente l'équipe de 28 minutes. Bonsoir Hélène Roussel. Bonsoir. Bonsoir Natacha Triou. Bonsoir. Alors Nora Bonsey, je le disais, c'est la première fois que oui. vous jouez dans un film. Est-ce que finalement, lors du premier jour de tournage, vous aviez en tête des modèles, peut-être de comédiennes ou d'artistes, qui vous ont peut-être aidé à faire le premier pas et à aider à parler devant la caméra? Non, pas vraiment. Je n'avais pas spécifiquement de modèle ou d'inspiration. Parce que déjà, je ne voulais pas être actrice au départ. Et le casting, il est venu à moi. J'ai saisi ma chance et j'ai été prise. Et donc, je tournais de façon naturelle, pas forcément parce que je connais tel ou tel acteur ou actrice qui m'a influencée, non. Alors, on va voir justement que ce film, c'est pas n'importe quelle histoire aussi par rapport à la vôtre. Il y a quand même un miroir. Avant ça, on va voir pourquoi vous avez le profil idéal pour être l'invité de cette émission. Et Olivier Boucreux vous explique pourquoi. Nora Bonsey, vous êtes lycéenne et jeune comédienne. Devant la caméra, vous avez trouvé un autre langage. Pour donner un visage à l'exil et une dignité à l'invisible, vous avez le profil idéal. Bonjour, je m'appelle Bonsey Rania Noura, j'ai 18 ans et je vis à Béthune, où j'ai été accueillie, adoptée et maintenant c'est chez moi. Vous êtes née en Côte d'Ivoire en 2008. À 14 ans, votre oncle décide de vous marier. Votre père se tait, alors vous partez. Ni projet d'Europe, ni rêve de France, juste fuir. Une route, un car, la Libye, un bateau de fortune. Vous traversez les frontières, les langues, les peurs pour sauver votre liberté. À Béthune, dans un foyer pour mineurs non accompagnés, vous reprenez vos études. On vous conseille un bac pro, mais vos résultats forcent le respect. Vous visez plus haut, Sciences Po. Vous devenez délégué des jeunes et rejoignez la Commission nationale consultative des droits de l'homme, où votre parole, issue de l'exil, prend toute sa force. Puis le cinéma vous appelle. Le réalisateur Olivier Mez cherche une actrice pour incarner Jaya, adolescente mutique dans un centre d'asile belge. Vous n'avez jamais joué, mais vous connaissez ce qu'elle vit. T'es ici depuis quand? Presque 2 ans. Petit rappel à tous, la navette pour la gare démarre dans 5 minutes. Pourquoi il y en a qui reçoivent vite des papiers? C'est long, je sais. L'attente des papiers, les liens familiaux distendus, les nuits sans sommeil, tout résonne. Alors vous l'incarnez comme on raconte sa propre histoire. Vous formez un duo bouleversant avec Sofia Malovatska, elle aussi non professionnelle, et vous vivez ce tournage comme une expérience humaine, intense et fondatrice. Si jamais on nous met à la rue, tu viendras me voir? Stop pessimisme. J'en ai marre. Mila? L'été de Jaya, œuvre pudique et politique, devient tremplin, un revenu pour vos parents, un titre de séjour accéléré, une confiance nouvelle. Ce rôle que vous n'attendiez pas vous donne un ancrage. Aujourd'hui, vous rêvez d'ONG, d'études longues, peut-être de politique, en tout cas d'action, d'impact. Et vous dites, je rêve de changer le monde, d'apporter un souffle nouveau à nos sociétés.
Voilà, Noura Bansé. Alors, juste au départ, donc vous tournez dans l'été de Jaya, vous nous l'avez dit, vous êtes l'une des premières rôles du film. Comment vous avez été repérée justement pour ce rôle? Il y a eu un directeur de casting qui est venu au SAVI, le service d'accompagnement vers l'intégration de Béthune, et il cherchait 2 jeunes filles pour jouer les rôles principaux d'un film. Et moi, j'arrive à l'administration du SAVI pour régler un petit problème avec le directeur. D'accord. J'avais appris la nouvelle du casting, mais vu que ça ne m'intéressait pas, j'ai pas prétendu postuler ou quoi. Et donc, le directeur, il me dit, bon, ton problème, il n'est pas réglé, mais fais le casting. Parce que le directeur de casting, il est là et bon, toutes les filles vont participer. Et toi, pourquoi pas tenter ta chance? Je reste là 2-3 secondes, je réfléchis et après je me dis, bon, ok, j'y vais. Je passe en premier, je fais les présentations et je montre tout au visage que Jaya, que le profil de Jaya. Parce que Jaya, elle est introvertie, elle est fermée, elle est pessimiste, et moi, je suis extravertie, je suis pétillante, bavarde. Et c'est ce que je montre lors de la présentation. Et je suis prise pour la prochaine étape. D'accord. Je ne comprends pas sur le moment. C'est un peu... vertigineux, un peu, non? Exactement. Ouais. J'ai pas compris sur le moment, mais je me suis prête au jeu. J'ai appris l'histoire du film, j'ai compris le scénario et je me suis dit, bon, ça vaut mieux de continuer. Et là, vous racontez un peu les différences de personnalité entre vous et Jaya. Exactement. Mais est-ce qu'elle vous ressemble un peu, quand même, Jaya, dans ce parcours, dans ce miroir dont on parlait avec votre propre expérience? Oui, sur le plan du parcours, Jaya et moi, on se ressemble. On a à peu près les mêmes parcours migratoires, le trajet, tout ça, par la voie maritime. Et aussi les craintes de Jaya concernant l'attente des papiers. Est-ce qu'elle va pouvoir rester sur le territoire belge? Est-ce qu'elle va être expulsée? Et nous, en tant que mineurs non accompagnés, on a aussi cette crainte-là. On ne le montre pas, mais on a tout le temps cette petite angoisse-là qui nous emmène à devenir un peu Jaya, qui nous emmène à réfléchir, nous renfermer quelquefois sur nous-mêmes. Est-ce qu'on va avoir les papiers? Est-ce qu'on va être reconnu en tant que mineur? Est-ce qu'on va être accepté dans la société française? Et donc, oui. Et ça, cette attente, finalement, qu'on sent dans le film, vous ne l'avez pas joué, finalement? Non. Je jouais, en gros, mon propre rôle, comme j'ai l'habitude de le dire, parce que je suis dans un centre de mineurs non accompagnés et je me retrouve dans un vrai centre de demandeurs d'asile belge, mais j'étais un peu dans une atmosphère que je connaissais, qui est très anxiogène d'ailleurs, et je jouais mon propre rôle. Alors, vous parlez des mineurs et on va voir avec vous, Natacha, que ces derniers mois, plusieurs associations, justement, ont alerté sur la prise en charge des mineurs isolés. Oui, un rapport de l'association Utopia 56 et de l'ADJA, mais aussi une commission d'enquête parlementaire sur le sujet, font tous le même constat. Les conditions de prise en charge des mineurs isolés en exil sont insuffisantes. Alors d'abord, au moment de l'accueil, le bilan de santé, pourtant obligatoire, n'est pas réalisé dans plus de la moitié des départements, alors qu'on sait qu'un grand nombre de ces jeunes ont subi des traumatismes pendant leur parcours. Ensuite, la question du logement. Les députés constatent que ces jeunes subissent trop souvent une prise en charge low cost, avec des conditions d'hébergement parmi les plus précaires. Et enfin, il y a la question cruciale de l'évaluation de l'âge, souvent jaugée à la louche. Certains jeunes sont ainsi déclarés majeurs, à tort, et sont donc exclus des dispositifs de protection, puis livrés à eux-mêmes. Donc les professionnels du secteur appellent à réformer cette prise en charge. Vous, Noura Bansé, comment vous avez vécu particulièrement ce moment-là quand vous êtes arrivée en tant que jeune exilée en France? Ce moment-là, je pense que je l'ai vécu un peu comme tous les autres jeunes qui étaient dans ma situation à l'époque. Parce que c'est très intriguant de se dire qu'on va être évalué pour prouver notre propre âge. Alors que je sais que c'est mon âge, mais je dois prouver que c'est mon âge. Et donc, ressasser tout le passé, le trajet, le parcours par la voie maritime, les pays dans lesquels je suis passée, pour pouvoir avoir la date qui colle. Et donc, ouais, c'est très difficile comme situation. Et surtout, on se sent un peu... désolée de dire ça, mais on se sent un peu discriminé, on se sent un peu marginalisé de dire qu'on doit prouver notre âge parce qu'on est étranger.
On entend cette phrase, hein, vous la prononcez dans le film, à quoi ça sert les diplômes si j'ai pas les papiers? C'est quelque chose que vous, finalement, vous avez pris un peu le contre-pied si on lit votre parcours. Vous vous êtes dit, les études, c'est aussi la clé de ma liberté? Oui. Moi, j'ai toujours voulu faire de grandes études, avoir de très bons diplômes. Et d'ailleurs, les universités françaises sont très, très, très réputées. Et donc, oui, pour moi, faire les études, c'est d'avoir ma liberté, c'est de prouver au monde que je peux aller loin. Je peux aller loin en tant qu'étranger, j'ai des capacités, j'ai des compétences. Et donc, oui, j'ai les capacités cognitives qu'il faut pour avoir mon diplôme. Quel message aimeriez-vous faire passer, finalement, à travers ce film? Déjà, ce film, c'est une réalité. C'est une réalité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Moi, j'étais un peu comme Jaya. J'avais cette appréhension des résultats. Est-ce que je vais avoir mes papiers et tout ça? Et ce film met en lumière la situation d'attente des papiers en tant que migrant. Et aussi le fait que la rencontre, l'amitié peut donner un espoir. Parce qu'on voit que dans le film, lorsque Mila, elle arrive et fait la rencontre de Jaya, Jaya, en ce moment-là, elle prend goût à la vie, elle rayonne, elle sourit. Voilà, Mila, c'est l'autre héroïne du film. Exactement. Voilà, qui est avec Jaya, justement, qui vont se rencontrer dans ce centre d'accueil. Dans ce centre d'accueil. Et donc, oui, ce film est une lueur d'espoir pour ceux qui sont un peu comme Jaya. Ouais. Comme quoi, il faut faire des rencontres. Ouais. Oui, ce film, c'est une réalité. Est-ce que, justement, il y a une scène en particulier dans le film qui vous a bouleversé, qui fait écho avec votre vécu à vous? Oui, c'est la scène de l'eau. Parce que j'ai une scène de l'eau. Alors oui. Là, à un moment, vous êtes auprès de la rivière. Exactement. Voilà. Et je la porte pour l'emmener dans l'eau. C'était difficile de faire cette scène parce que moi, j'ai une très grande peur de l'eau. Et c'était l'un des défis à relever pour ce film, oui. Et donc, cette scène, elle me tient beaucoup à cœur. Oui. Alors justement, d'en parler de cette autre comédienne avec vous. Est-ce que vous gardez aujourd'hui... Alors, en fait, c'est deux comédiennes donc, ont des parcours. En effet, on le voit, les personnages ont des parcours différents. Vous venez justement d'Afrique, elle vient d'Europe de l'Est, et elles vont se rencontrer. Et vous avez encore des relations justement avec Sofia, donc cette jeune femme, alors qui est ukrainienne à base, et qui elle aussi a fui... Elle a fui la guerre en Ukraine. Vous la voyez encore? Oui, on s'est vu avant-hier. Elle m'a envoyé un message tout à l'heure avant que je passe en plateau. Oui, on a de très très bonnes relations. Ouais. On s'entend très bien. C'est encore quelque chose de fort entre vous deux. Oui, on est atomes crochus aujourd'hui, je vais dire. Oui, on s'entend très bien. Et alors justement, aujourd'hui, jeune comédienne, on peut dire ça. On sait, alors on l'a vu dans le portrait d'Olivier Boucreux, vous êtes aujourd'hui dans les études à Sciences Po. Est-ce qu'il y aura un prochain tournage après pour vous? Est-ce que finalement le cinéma est une vraie carrière, peut être envisagé comme une carrière? Oui, pourquoi pas. Au départ, je ne m'imaginais pas être actrice, mais maintenant, oui, faire des films comme L'été de Jaya qui retranscrit la réalité, qui apporte en plus aux téléspectateurs. Et aux spectateurs, en effet. Merci beaucoup, en tout cas, Noura Bancé. Je rappelle que L'été de Jaya est sorti en salle aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'il faut aller le voir. Oui. Et merci, en tout cas, à vous d'être passé ce soir par le plateau des 28 minutes. Merci. Allez, passons maintenant à notre débat. Le 6 août 1945, à 8h15, le monde découvrait les ravages que peut causer la bombe atomique. 80 000 habitants d'Hiroshima meurent sur le coup. 3 jours plus tard, à Nagasaki, un autre bombardement fera plus de 70 000 victimes. 80 ans après, où en est-on des promesses de désarmement nucléaire? La dissuasion atomique est-elle efficace ou plutôt une chimère pour nous rassurer? Nous en débattons juste après la mise au point d'Amira Swilem. C'était il y a 80 ans, jour pour jour, à 8h15. Ce matin, tout le Japon s'est souvenu d'Hiroshima. Ce jour-là, la ville a été réduite en cendres. Les habitants ont été carbonisés et ceux qui vivaient heureux quelques instants auparavant ont été transformés en ombre en un instant par une chaleur de 4000 degrés. La plupart des victimes étaient des citoyens ordinaires. 150 délégations internationales ont fait le déplacement pour ces commémorations. Mais loin de la gravité des discours, le souvenir de Hiroshima semble bien lointain sur le terrain. Partout, la menace nucléaire ressurgit. En Ukraine, la Russie agite régulièrement la possibilité de recourir à l'arme nucléaire contre Kiev et ses alliés. Menace bien reçue par Donald Trump qui a annoncé vendredi dernier avoir ordonné le déploiement de 2 sous-marins nucléaires sans préciser où exactement. En juin déjà,
les États-Unis avaient décidé d'appuyer Israël dans ses attaques contre les installations nucléaires iraniennes. À quelques encablures de là, le Pakistan et l'Inde, deux puissances nucléaires, étaient au bord de la guerre en avril dernier. Sans oublier la Corée du Nord qui exhibe régulièrement ses missiles. C'est dans ce contexte que les 9 pays dotés de l'arme nucléaire ont tous fait le choix de moderniser leurs installations ces derniers mois. C'est le cas de la France. De quoi inquiéter de plus en plus les opposants à la bombe atomique. En période de conflits et de tensions internationales, posséder des armes nucléaires est extrêmement dangereux. Nous ne connaissons pas précisément, personne ne connaît les calculs qui se font dans l'esprit des dirigeants comme Poutine en matière d'armes nucléaires. Alors, 80 ans après Hiroshima, où en est-on de la promesse de désescalade nucléaire ? Le souvenir de Hiroshima et de Nagasaki et de leurs plus de 200 000 morts s'est-il étiolé ? Alors que de nouveaux pays, comme la Corée du Sud ou l'Arabie Saoudite, ne cachent pas leur intérêt pour la bombe, le club des puissances nucléaires va-t-il s'agrandir ? Que valent encore les traités de non-prolifération nucléaire ? Et pour en débattre ce soir, nous recevons Héloïse Fayet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse au Centre Sécurité de l'Institut français de relations internationales, spécialiste des questions nucléaires. Et selon vous, l'arme nucléaire retrouve la place qu'elle avait dans les relations internationales pendant la guerre froide. Et les dirigeants politiques, dites-vous, semblent avoir oublié ce que représente son utilisation. À vos côtés, Jean-Marie Collin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur France de l'ICAN, organisation internationale visant à abolir les armes nucléaires. L'ICAN, d'ailleurs, a été prix Nobel de la paix en 2017. Selon vous, il y a une banalisation dans le discours sur l'arme nucléaire. La mémoire d'Hiroshima et Nagasaki doit servir d'avertissement et surtout nous presser d'agir afin d'éviter, dites-vous, que l'histoire se répète. Et puis Guillaume Oda, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter, chroniqueur géopolitique, actuellement à France Inter. Votre dernier livre, 7 octobre, Année zéro, est publié aux éditions du Cherche Midi. Selon vous, on assiste clairement au retour du nucléaire sur le devant de la scène internationale et à un risque d'escalade avec l'apparition de nouveaux pays qui souhaitent se doter de l'arme nucléaire. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Hélène, et le chiffre du jour. 12 241, le nombre d'ogives nucléaires dans le monde aujourd'hui. C'est selon l'évaluation du CIPRI, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de 360 000 bombes d'Hiroshima. Des ogives qu'on trouve un peu partout dans les 9 pays qui possèdent l'arme nucléaire. On ne sera pas surpris d'apprendre que c'est essentiellement aux États-Unis et en Russie. La plupart sont stockées en vue d'une potentielle utilisation. Dans son rapport publié en juin dernier, le CIPRI déclare « L'ère de la réduction du nombre d'armes nucléaires dans le monde, en cours depuis la fin de la guerre froide, touche à sa fin. » On est loin de l'après-guerre froide, de la question de ralentir. Est-ce qu'on est entré, Héloïse Fayet, dans une nouvelle phase? Oui, beaucoup de chercheurs dont je fais partie considèrent qu'on est même entré dans un troisième âge nucléaire aujourd'hui, qui remonte peut-être au tournant des années 2010 ou au tournant des années 2020, avec effectivement la fin de ce mouvement de désarmement que l'on observait depuis la fin de la guerre froide et surtout une augmentation du nombre des têtes nucléaires dans le monde, principalement en Asie, parce que le pays qui augmente le plus aujourd'hui son stock d'armes nucléaires, c'est la Chine, qui a plus que doublé son arsenal entre 2020 et aujourd'hui, également d'une façon un petit peu plus réduite la Corée du Nord, l'Inde, le Pakistan, mais dans l'ensemble, tous les États dotés et possesseurs de l'arme nucléaire soit augmentent leurs arsenaux, soit se donnent la possibilité de le faire, parce qu'ils voient en fait malheureusement l'utilité de cette arme dans les relations internationales, avec aussi effectivement l'effondrement de la maîtrise des armements, un respect bien moindre du droit international et aussi l'émergence de nouvelles technologies. Guillaume Oda, vous êtes d'accord vous aussi sur l'idée de troisième âge, finalement, on est aujourd'hui de nouveau dans un âge nucléaire? Il y a un exemple très précis, c'est qu'on en parle tous ensemble sur le plateau, et ça fait maintenant 3 ans et demi en réalité que ce vocabulaire, il est entré dans le quotidien des Français. Depuis le début de la guerre en Ukraine. Voilà, exactement, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ambiguïté stratégique, menace nucléaire, uranium enrichi, ce sont des mots qu'on maîtrise un peu tous, et évidemment ça c'est lié à un certain nombre d'événements, donc vous en avez parlé, l'invasion de l'Ukraine, pardonnez-moi, par la Russie, mais aussi très récemment, lorsque face aux gesticulations de Medvedev, l'ancien président russe, Donald Trump décide de déployer 2 sous-marins, le bombardement par les États-Unis et Israël, des sites d'enrichissement nucléaire en Iran, la crise d'une ampleur assez inédite entre 2 puissances nucléaires dont parlait Héloïse, que sont l'Inde et le Pakistan. Tout ça, ça installe effectivement cette rhétorique nucléaire dans le quotidien des Français. Donc oui, de ce point de vue-là, on est entré dans un troisième âge qui nous concerne aujourd'hui, en 2025. Jean-Marie Collin, vous faites le même constat?
Oui, alors je ne sais pas si c'est nouvel âge, nouvelle jeunesse, quatrième âge, enfin vous voyez, il y a différents termes qui peuvent être mis en place ces derniers temps par différentes personnes. C'est vrai qu'on en parle plus, mais la menace, elle est réelle depuis le 9 août 1945. Et c'est ça quand même qui est important d'avoir en tête. Elle a été diminuée notamment par les médias de façon massive dans la période 2010, 2022, 2023 à peu près. Mais depuis le 9 août 1945, l'être humain s'est donné les moyens de mettre un terme à sa civilisation humaine. Et c'est important de l'avoir en tête. Et il est vrai qu'actuellement, on a ce retour en force dans les dialogues, dans les discours, dans la façon de faire. Ça, c'est extrêmement dangereux. Et on a aussi une coordination finalement de l'ensemble des calendriers des différents États qui possèdent ces armes nucléaires qui arrivent en même temps, c'est-à-dire que tous ont décidé il y a 15 ou 20 ans de moderniser et de renouveler leurs arsenaux nucléaires et ce renouvellement se fait aujourd'hui. Alors, on a les Britanniques qui augmentent aussi leurs arsenaux nucléaires. Le président français, il y a quelques semaines, a annoncé aussi la création de nouveaux escadrons. Bien sûr. On va y revenir. Vous parlez justement du vocabulaire nucléaire qui entre comme ça dans le quotidien. Je vous propose une illustration sur fond de tension entre la Russie et les États-Unis. C'est une image qui n'est pas passée inaperçue. Hier, on a vu Donald Trump sur le toit de la Maison-Blanche, entouré de ses gardes du corps et de ses tireurs d'élite. Et le voilà qui plaisante. Voilà, donc là, Trump qui plaisante, Poutine qui agite sans cesse la menace. On voit que la rhétorique change, ça se banalise. Héloïse Fayet, c'est inquiétant ? Alors, Trump n'en est pas à son premier coup d'essai en termes de maniement, on va dire, un petit peu désinvolte de la rhétorique nucléaire. On se souvient que pendant son premier mandat, après l'échec de ses discussions avec Kim Jong-un, donc le dirigeant de la Corée du Nord, il avait rappelé que voilà, il avait lui aussi un bouton nucléaire sur son bureau. Le plus gros bouton. Voilà, le plus gros bouton, que là aussi a une dimension un petit peu masculiniste de l'arme nucléaire. Mais voilà, Donald Trump n'en est pas du coup à son premier coup d'essai, ce qui interroge évidemment la question de la responsabilité. Parce que rappelons que dans tous les États dotés et possesseurs, c'est généralement uniquement le chef de l'État qui a la responsabilité d'employer le feu nucléaire. Alors évidemment, avec un aéropage de conseillers, bien heureusement, afin d'éviter une action totalement inconsidérée. Mais il est certain que dans cette nouvelle ère nucléaire, il y a un acteur en fait immatériel qui est extrêmement important, ce sont les réseaux sociaux. Et on le voit très bien avec Donald Trump, qui est addict en fait à Truth Social, donc son propre réseau social, qui ne peut pas s'empêcher effectivement d'effectuer des déclarations sur ce réseau social qui, dans le passé, auraient plutôt été des déclarations en tête-à-tête avec des dirigeants. Et donc là aussi, en fait, voilà, cette désinvolture, elle est potentiellement dangereuse. Parce que les armes nucléaires, ça doit être vraiment quelque chose quasiment en fait de réservé à un petit cercle. Leur usage, que ce soit par la rhétorique ou par les exercices, doit être compris par l'adversaire, par les alliés, dans des canaux extrêmement sécurisés, codifiés. Et ce n'est pas du tout en fait ce que fait Donald Trump ni Dmitri Medvedev. Guillaume Audat, le 9 juillet dernier, la France, la Grande-Bretagne disent associer leur dissuasion nucléaire ensemble. Qu'est-ce que ça dit, ça, justement, de l'évolution de la doctrine européenne ? C'est extrêmement important parce qu'en fait, c'est la prise en compte d'un changement majeur dans le paysage géopolitique, à minima européen, avec une menace qui est identifiée. Suivez mon regard, évidemment, ça vient de Moscou. La traduction à l'échelle européenne, c'est qu'effectivement, Keir Starmer et Emmanuel Macron se rencontrent à Northwood et actent l'idée que ces deux pays qui sont dotés de l'arme nucléaire sur le continent européen vont entrer dans une phase de coopération stratégique. Donc, en deux mots, ça veut dire cette possibilité de déployer un parapluie nucléaire européen pour protéger les intérêts à la fois de ces deux pays, mais peut-être plus largement. Et ça, c'est un pas de géant qui est fait en matière de coopération stratégique. Ça indique qu'en réalité, la menace que profère Vladimir Poutine et qu'il agite en réalité depuis maintenant 3 ans et demi, elle produit des effets. Les gesticulations, on peut ironiser, mais ça sert d'abord et surtout à empêcher en réalité les pays occidentaux de continuer à soutenir l'Ukraine plus avant. Et puis 2, ça permet à des pays, de manière décomplexée comme la Russie, d'attaquer leurs voisins qui ne sont pas possesseurs de l'arme nucléaire ou d'aller plus loin et évidemment éventuellement d'aller chatouiller l'OTAN. Jean-Marie Collin, à l'ICANN, vous dites que la dissuasion nucléaire, ce n'est pas la solution, mais le problème. Alors que jusqu'à présent, on pensait justement que pendant la guerre froide, il y avait une sorte d'équilibre qu'on a appelé l'équilibre de la terreur entre Moscou et Washington qui se tenait justement.
Oui, alors c'est pas que nous, hein. C'est une centaine d'États qui aujourd'hui mettent en avant le fait et ont décidé, on parle de vocabulaire, de mettre en avant qu'on doit bien parler de théorie de la dissuasion nucléaire. Hein. Rien ne permet d'affirmer que la dissuasion nucléaire fonctionne ou qu'elle ne fonctionne pas. Et c'est tout le problème d'ailleurs, hein, puisqu'on parle d'une arme de destruction massive, et on s'est aperçu dans l'histoire qu'il y a eu de nombreuses failles, de nombreux échecs. Il y a de nombreux acteurs politiques qui ont mis en avant, je pense à Alain Juppé par exemple dans les années 2009, à Michel Rocard et d'autres tribunes qui ont dit que la dissuasion nucléaire comportait un certain nombre de failles et donc de dangers. Et c'est bien parce qu'on est sur des chefs d'État autoritaires ou d'État démocratiques, hein, des États-Unis, avec aujourd'hui un langage libéré qui banalise effectivement l'arme nucléaire, on accélère en fait le danger d'utilisation de ces armes. Et Loïs Fayet, je voyais ne pas forcément être d'accord sur la dissuasion. C'est normal. Ah d'accord, très bien. Non, mais alors, moi, je considère en réalité que certes la dissuasion nucléaire a ses failles, mais qu'on peut se rappeler aussi que la dissuasion conventionnelle a échoué. La Première et la Seconde Guerre mondiale sont des exemples en fait d'échecs de la dissuasion conventionnelle, où c'est justement parce qu'il n'y avait pas de menace suprême de destruction de son adversaire qu'on en est potentiellement arrivé à les massacres qu'on a connus pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Après, c'est certain que si la dissuasion nucléaire a, à mon sens, pu en partie contribuer au fait qu'on n'a pas eu de conflit de haute intensité depuis 1945, elle s'accompagne, en fait, elle s'inscrit dans un système beaucoup plus large, qui est celui du développement international, du droit international, qui lui aussi commence à s'effriter, en fait. Mais c'est bien malheureusement parce que on a réussi à se menacer mutuellement de destruction que pour le moment en fait cet équilibre tient. Alors vous l'avez dit Guillaume tout à l'heure, si on est là c'est pour parler donc en effet nucléaire, c'est parce que c'est les 80 ans en effet du bombardement d'Hiroshima, aujourd'hui les célébrations. Et on va voir avec vous Natacha que justement du côté du Japon, on observe aussi, ça paraît assez étonnant, un changement de rhétorique puisque les débats sur l'arme nucléaire maintenant n'est plus tabou. Oui, effectivement, depuis les années 60, c'était une doctrine intouchable, celle des 3 principes antinucléaires. Ne pas fabriquer, ne pas posséder, ne pas introduire d'armes atomiques sur le territoire. Mais cette doxa s'effrite dès 2006 avec le premier essai nucléaire en Corée du Nord. Et depuis, les dirigeants japonais l'évoquent plus fréquemment, avec plus d'insistance, et notamment ces dernières années. Alors, mais pour quelle raison, Fun ? D'abord, il y a Trump et son fameux « l'Amérique d'abord », hein, qui fait passer le parapluie nucléaire américain qui semble fragile avec ça. Et puis ensuite, on a ce pays qui est quand même bloqué entre la Russie, la Corée du Nord, la Chine, on l'a dit, qui se réarme plus vite que n'importe quelle autre nation, avec ses 600 ogives. On a donc l'actuel Premier ministre qui se dit favorable au stockage des armes nucléaires américaines, et l'argument gagne du terrain parmi les nouveaux parlementaires, notamment avec la montée du parti d'extrême droite Sansei-to. Alors, mais une écrasante majorité de la population japonaise est contre la bombe, très opposée à ça, en particulier les Hibakusha, les survivants de Hiroshima et Nagasaki. Jean-Marie Collin, ce serait possible, ça, le retour de la bombe au Japon? Qu'est-ce que ce serait comme signal si ça arrivait? Alors, si jamais ça arrivait, ça voudrait dire qu'on serait dans un état du monde extrêmement terrible. Hein. Ça voudrait dire que cet état fait de la prolifération nucléaire avec l'aide des États-Unis, et ça viendrait un peu plus casser, fragiliser, par exemple, des traités internationaux dont on évoquera probablement. Aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que ce pays a encore une constitution forte, hein, l'article 9 sur le pacifisme, et qui permet d'interdire ça. La mémoire des Hibakusha est encore extrêmement forte. On peut le voir d'ailleurs à l'ONU, à chaque grande réunion, il y a des centaines de jeunes lycéens, étudiants qui viennent écouter, apprendre, promouvoir cette voie-là. Et c'est important, les journées du 6 et du 9 août sont importantes pour rendre hommage aux 220 000 personnes qui sont décédées, mais aussi pour prendre action et agir véritablement pour éviter que cela ne se répète. Puisque le drame quand même dans cette histoire, c'est qu'on sait que si jamais on arrive à cette dissuasion nucléaire qui échoue, à l'utilisation d'armes nucléaires, on va vers un changement de société humaine. Donc on sait le résultat et on sait aussi comment agir contre ça. Il reste 100 000 Hibakusha encore en vie, hein, ces survivants d'Hiroshima et de Nagasaki. Ils ont reçu leur association l'an dernier le prix Nobel de la paix. Guillaume Audas, ça reste des signaux forts, ça a encore une utilité, ce genre de symbole? Oui, et en même temps, il y a quelque chose, malheureusement, 80 ans plus tard, d'assez symbolique en réalité, que de remettre un prix Nobel de la paix à ces survivants qui certes sont les porteurs d'un traumatisme extrêmement puissant et d'une mémoire qu'il faut transmettre, mais on a le sentiment en 2025, 80 ans plus tard, qu'on a un peu oublié tout ça. On est en train de décrire un monde dans lequel la fiabilité de l'allié américain, elle est remise en question, qu'on ne sait pas tout à fait si le parapluie nucléaire américain protégera le Japon, et c'est d'ailleurs pour ça que maintenant au Japon, on commence à penser quasi ouvertement à l'idée de se rééquiper. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, le Japon est un pays très avancé industriellement,
avec des connaissances scientifiques qui sont extrêmement abouties. Il ne faudrait que quelques années, s'ils le souhaitaient, s'ils appuyaient sur le bouton pour se doter d'une arme nucléaire. Même là, si on fait le bilan terrible d'Hiroshima-Nagasaki, c'est 220 000 morts. Ouais. Ça fait 80 ans. C'est-à-dire que ce n'est plus dissuasif du tout aujourd'hui. Si, vous dites, vous ? Si, bien sûr. Il y a encore, heureusement, le tabou autour de l'emploi de l'arme nucléaire. Cependant, effectivement, on commence potentiellement à en oublier les conséquences. Et c'est pour ça qu'il était, à mon sens, très positif, et pas que symbolique, de saluer, en fait, donc l'association, effectivement, l'année dernière, donc Nihon Ibako, qui permet, en fait, de saluer la mémoire des Hibakusha, et non pas, en fait, de critiquer, par exemple, la dissuasion en tant que telle, mais plutôt de rappeler les conséquences de l'emploi, afin, en fait, que ce prix Nobel soit peut-être plus facilement accepté, notamment par des États dotés de l'arme nucléaire, qui évidemment, eux, entendent difficilement parler d'interdiction de l'arme nucléaire, mais qui sont quand même relativement d'accord pour s'accorder sur le fait que l'arme nucléaire ne doit pas être utilisée. Ouais. Et ça, ils l'ont même rappelé entre eux, en janvier 2022, ils ont rappelé cette fameuse déclaration Reagan-Gorbatchev sur le fait que l'arme nucléaire ne doit ni être utilisée, ni être employée. Donc, en fait, il est vraiment urgent de garder en tête justement les conséquences de l'arme nucléaire. Le tabou autour de l'emploi est toujours présent, mais cependant, le tabou autour de la rhétorique, lui, commence à s'effriter. Jean-Marie Collin. On est au-delà du symbole, bien évidemment. C'est extrêmement important qu'on entende ces personnes, que ces témoins donnent leur témoignage. On a créé sur notre site internet un musée virtuel avec 400 portraits de personnes qui sont décédées. C'est important de transmettre cette information. Et c'est là le paradoxe, c'est que si les chefs d'État sont bien conscients du danger des armes nucléaires, dans le même temps, on vient de le montrer, eh bien, ils s'amusent à dire qu'ils pourraient les utiliser. On parle là de prolifération, on oublie peut-être un peu quand même qu'il y a un cadre légal à tout ça. Il y a des traités, le traité multilatéral de non-prolifération nucléaire signé en 68, le TIAN, celui des Nations Unies sur l'interdiction des armes nucléaires qui est assez récent, 2021. Est-ce qu'ils sont obsolètes? Est-ce qu'ils ont encore... Non, ils sont toujours bien présents, Héloïse Fayet, rassurez-nous. Oui, bien sûr. Alors le TIAN et le TNP, alors je parlerai plutôt du TNP, je laisserai à Jean-Marie. Traité de non-prolifération. Voilà, tout à fait, le traité de non-prolifération nucléaire, qui est la pierre angulaire en fait du régime de non-prolifération dans le monde et qui comprend en gros 3 grands principes. Déjà, les États dotés de l'arme nucléaire, donc ceux qui avaient l'arme nucléaire avant l'entrée en vigueur du traité, ne doivent pas aider d'autres États à s'en doter. En échange, ils accordent en fait un accès facilité à l'énergie nucléaire donc civile auprès de ces États, et ils s'engagent également vers un désarmement de bonne foi, à réduire en fait leur stock d'armes nucléaires. Donc c'est ça aujourd'hui en fait qui pose problème surtout au sein du TNP, c'est qu'en fait ce pilier du désarmement, eh bien il n'est plus en fait respecté par les États, alors qu'effectivement en parallèle le risque de prolifération horizontale, donc le fait que d'autres États qui s'intéressent aux armes nucléaires veuillent s'en doter, eh bien il remonte aussi. Alors ça c'est dans un monde presque idéal, mais on va voir que malheureusement les traités sont souvent là pour être dépassés. On va le voir grâce à nos archives. Nous repartons le 8 avril 2010 à Prague. Les présidents russes et américains vont signer le traité New Start de réduction des armes nucléaires. Joie, optimisme et avenir sans radiation étaient alors de mise. Depuis, l'ambiance a un peu changé. 120 pages de traité, un bon kilo et demi d'annexes, un droitier et un gaucher pour une signature obtenue à l'arraché, mais qui marque le vrai redémarrage des relations entre les 2 anciennes puissances de la guerre froide. Quand les États-Unis et la Russie sont capables de s'entendre sur les dossiers les plus importants, c'est bon pour nos 2 pays, mais aussi pour le monde entier. Le président russe est encore plus enthousiaste. Le plus important, c'est qu'il n'y a pas un gagnant et un perdant dans ce traité. C'est gagnant-gagnant. Ouais, c'était en 2010, Guillaume Audas, ça paraît presque surréaliste quand on voit ces images. Aujourd'hui, je rappelle le traité New Start, donc ça permettait de limiter le stock d'armes nucléaires de chacun des 2 camps, américains et russes. Ce traité qui doit arriver à expiration en février 2026. Dans l'ambiance actuelle, est-ce qu'on peut imaginer une prolongation? Oui, alors d'abord, je suis frappé par ces images parce qu'on voit effectivement l'actuel vice-président, vice-président du Conseil de sécurité Medvedev, qui lui manie et gesticule autour de la rhétorique nucléaire, à tel point de faire sortir de ses gonds Donald Trump qui envoie des sous-marins. Et là, à l'époque, c'était un libéral totalement ouvert, souriant avec Barack Obama. C'était en effet une époque révolue. En effet, ce traité New Start, mais mes camarades en parleront mieux que moi, il arrive à échéance en 2026 et il pourrait, dans le contexte actuel, avec ces 2 hommes forts, extrêmement forts, que sont Vladimir Poutine et Donald Trump, peut-être relancer en fait une course entre 2 pays qui sont déjà, à eux 2, à 90% les possesseurs de l'ensemble des armes nucléaires du monde entier. Héloïse Fayet.
Oui, de toute façon, les États-Unis ont été très clairs sur le sujet. Ils ne sont pas intéressés pour le moment par un renouvellement, une sorte de nouvelle forme de New START, parce que ce qui les inquiète aujourd'hui, ce n'est plus la Russie, c'est la Chine. Et donc ils considèrent que vu l'augmentation de l'arsenal nucléaire chinois, les États-Unis auraient potentiellement besoin d'augmenter eux aussi leur arsenal nucléaire pour faire face en fait à la fois à la dissuasion nucléaire russe et à la dissuasion nucléaire chinoise. Donc oui, en fait, vu le contexte stratégique actuel, malheureusement, les États n'ont plus vraiment de motivation à limiter leur nombre de tests stratégiques, à part la motivation budgétaire. Et donc en fait, il faut se rappeler aussi que dans les années 2010, c'est ça qui avait aussi motivé en fait la Russie et les États-Unis à s'entendre sur 1500 têtes nucléaires stratégiques déployées. C'est que tant que votre voisin n'en a pas plus que vous, vous n'avez pas besoin d'en développer plus. Et puis les traités n'ont pas empêché, Jean-Marie Collin, d'autres pays comme la Corée du Nord, Israël, le Pakistan, l'Inde, on en a parlé, de se munir de l'arme nucléaire. Alors pour cela, oui, mais le TNP a empêché une vingtaine d'États de se doter de l'arme nucléaire, en tout cas, et c'est ça qui est important de retenir. C'est-à-dire que des États comme le Brésil, comme l'Argentine, comme l'Afrique du Sud ont décidé, le seul État au monde qui a décidé de renoncer à son arsenal nucléaire, sont rejoints ce traité. Donc les traités, il est évident qu'en temps de paix, ça paraît quelque chose de très sympathique, mais les traités ne sont pas faits pour être en temps de paix. Les traités sont faits pour être en temps de guerre, pour être réalisés quand il y a des tensions. C'est une évidence et c'est triste de voir aujourd'hui, d'une manière générale d'ailleurs, que le droit international, on a tendance à dire « oh, ça ne sert à rien quand il y a des tensions ». Au contraire, c'est à ce moment-là où il est le plus important et il a été fait pour ce moment-là. Le TNP est un axe clé. On l'a vu, les dirigeants ont oublié la notion de désarmement nucléaire. Le traité sur l'interdiction des armes nucléaires vient compléter ce traité. C'est une pression supplémentaire. Il introduit pour la première fois une interdiction globale sur les armes nucléaires, ce qui n'existait pas jusqu'en 2021. C'était quand même assez fou, hein. Et surtout, il vient poser véritablement une notion importante. Les armes nucléaires sont interdites, elles sont illégales au regard du droit international. L'interdiction normative est importante pour engager un changement des consciences. Eh bien, merci en tout cas à vous trois d'être venus débattre ce soir sur ce sujet. Merci d'être passé par le plateau de 28 minutes. À suivre, avec Quentin Darmon et Marjorie Adelson, nous verrons que le MMA mène à tout, vous allez voir, même à l'élection présidentielle en Irlande, avant de nous intéresser à une dispute franco-polonaise à propos de Marie Curie. Eh bien oui, ça faisait longtemps. Mais avant ça, faut-il encore le présenter? Victor de Quiver revêt chaque soir son habit de Monsieur Loyal de la culture générale. On se presse de se mettre à table. Ce soir, on vous le garantit, vous dînerez moins bête. Les fous ont-ils une pierre dans la tête? La question vous paraît farfelue, et pourtant. Au Moyen-Âge, la réponse est un oui catégorique. La folie n'est pas vue comme un trouble mental, mais comme le résultat d'un caillou logé dans le cerveau. Pour guérir les aliénés, une solution s'impose, ouvrir leur crâne et extraire cette fameuse pierre de folie. Voilà pourquoi des médecins itinérants, appelés tailleurs de pierre, parcourent l'Europe armés de leurs instruments chirurgicaux. Après avoir pratiqué une incision sur le cuir chevelu du patient, ils font mine d'en extraire un caillou, en réalité habilement dissimulé dans leurs mains. Un tour de passe-passe digne des meilleurs magiciens. Le patient, soulagé de voir sa pierre enfin retirée, se sentait souvent guéri, du moins temporairement. Cette pratique a tellement marqué les esprits qu'elle est immortalisée dans La cure de folie, ce célèbre tableau de Jérôme Bosch, peint vers 1494. On y voit un chirurgien coiffé d'un entonnoir renversé. Ne vous y trompez pas, cet ustensile de cuisine n'est pas un signe de folie, mais bel et bien un symbole de charlatanisme, car le malin extrait du crâne non pas un caillou, mais une tulipe, une simple fleur. Ce qui est fascinant, c'est que malgré les nombreuses représentations picturales de cette pratique, aucun texte médical de l'époque ne mentionne véritablement l'existence de ces pierres. Les historiens estiment aujourd'hui que les tailleurs de pierre étaient de simples arnaqueurs exploitant la crédulité populaire. Mais ne jetons pas la pierre trop vite à ces médecins d'un autre âge, car l'histoire de la psychiatrie est jalonnée de pratiques qui font frémir. La trépanation, cette technique consistant à percer un trou dans le crâne des patients, a été utilisée par des médecins jusqu'au XXe siècle. Et oui, au fil des siècles, les méthodes se sont diversifiées, mais pas forcément humanisées. Coma provoqué, bain glacé, électrochoc sans anesthésie, lobotomie au pic à glace, la frontière entre thérapie et torture est souvent restée aussi mince que la lame d'un scalpel. Voilà, vous dînerez moins bête.
Encore une grande réussite de Victor de Quiver, bravo à lui. Allez, il est temps de les retrouver, Quentin Darmon et Marjorie Adelson. On commence avec vous, Quentin, et on va se poser la question, jusqu'où l'ex-champion de MMA Conor McGregor ira-t-il? L'homme le plus controversé d'Irlande persiste et signe, il veut vraiment devenir président de son pays. Mais oui, il lance une pétition anti-système pour pouvoir se passer des parrainages nécessaires et ainsi se préparer à l'élection présidentielle de novembre. Son objectif, tout simplement sauver l'Irlande. Mais de quoi? Eh bien, de l'actuel Premier ministre qu'il juge honteux, des politiques traîtres, voleurs et inhumains, mais aussi et surtout de l'immigration qui menace, selon lui, l'identité irlandaise. Alors, si tout ça vous rappelle, par exemple, un certain Donald Trump, c'est tout à fait normal. Le président américain dit de lui que c'est son Irlandais préféré. Ils ont même fêté la Saint-Patrick ensemble, à la Maison-Blanche en mars. McGregor en avait d'ailleurs profité pour esquisser les grandes lignes de son programme politique et un slogan, on va dire plutôt simple, l'avenir de l'Irlande avec moi comme président. Voilà, et Conor McGregor se rêve donc en Trump gaélique, et comme son modèle, sa vie est émaillée de polémiques. Oui, son histoire, c'est d'abord une revanche, celle d'un gamin d'une banlieue défavorisée de Dublin, devenu le sportif le mieux payé au monde en 2020. Il abandonne l'école à 17 ans pour une formation de plombier, il gagne alors moins de 200 € par semaine. À 19 ans, il lâche tout pour se consacrer à une nouvelle discipline, encore confidentielle à l'époque, les années 2000-2010, le MMA, une combinaison de plusieurs arts martiaux où presque tous les coups sont permis dans une cage. Il va en devenir la méga star. Grâce à ses performances, 2 fois champion du monde dans 2 catégories différentes, mais aussi grâce à des provocations sans limite. L'une de ses armes préférées, c'est donc le trash talk, l'utilisation de la parole pour déstabiliser son adversaire, quitte à déraper totalement. En 2017, il compare le boxeur Floyd Mayweather à un singe. 2 ans plus tard, il affirme que son prochain adversaire musulman est un rat. Son dernier combat officiel a lieu en 2021, l'année même où ses revenus sont estimés à 180 millions de $. Alors aujourd'hui, McGregor, il se concentre sur la politique de son pays, mais alors entre nous, Quentin, est-ce qu'il a vraiment des chances de devenir président? Je ne vais pas faire beaucoup de suspense. Non, elles sont extrêmement faibles. Sa récente condamnation définitive pour viol ne devrait rien arranger. Aucun des 134 parlementaires irlandais ne déclare vouloir le soutenir, selon la chaîne Sky News. Ça ne prend pas beaucoup non plus dans l'opinion publique. Le Irish Sun ne le crédite que de 5% des intentions de vote. Cet après-midi, on l'a vu, sa pétition réunissait un peu plus de 12 000 signatures. Bon, pour se consoler, il peut toujours compter sur le soutien du patron de Tesla, Elon Musk, et de l'influenceur masculiniste Andrew Tate, inculpé comme lui de viol, mais aussi de trafic d'êtres humains. Conor McGregor est encore loin, très loin d'un destin à la Trump et d'un grand mouvement MIGA, Make Ireland Great Again. Merci beaucoup, Quentin. Allez, avec vous, Marjorie, on va partir en plein embrouille diplomatique entre la France et la Pologne. Un véritable incident, et en cause, en fait, il y a un billet, c'est un billet de 20 €. Oui, la Banque Centrale Européenne, la BCE, vient de s'en rendre compte. Elle a mis le doigt sur une question très sensible. Alors, si je vous dis Maria Skłodowska, est-ce que ça vous dit quelque chose? Un petit peu, oui, on va dire. Oui, voilà. Un petit peu. Voilà. Alors, c'est le nom de naissance de Marie Curie, à qui on doit bien sûr la découverte de la radioactivité. Alors, pour rappel, la scientifique, elle est née à Varsovie en 1867, et ce n'est qu'après son mariage avec Pierre Curie qu'elle sera connue sous le nom francisé de Marie Curie. L'origine de la querelle, c'est donc lui, le futur billet de 20 €, car actuellement, la BCE travaille, vous savez peut-être, sur des nouveaux modèles qui ne seront confirmés qu'en 2026. Maria Callas, elle sera sur les billets de 5 €, Beethoven sur ceux de 10, Cervantes sur ceux de 50, Léonard de Vinci, lui, sera sur les coupures de 100, l'écrivaine Bertha von Sutter sur celles de 200, et donc Marie Curie sur les billets de 20 €. En plus, la parité est respectée, c'est donc parfait. Alors l'objectif, c'est de rendre hommage à la culture européenne. Pour cela, donc, quoi de mieux qu'une grande scientifique, première femme en plus à avoir obtenu un prix Nobel. Le problème, c'est que la BCE ne comptait pas faire figurer les noms et prénoms polonais de Marie Curie, à savoir Maria, donc, et Skłodowska. Et là, c'est vraiment l'erreur fatale, car Varsovie a pris la mouche. Ces derniers jours, l'usage du nom polonais est devenu un symbole et un enjeu vraiment d'identité nationale, surtout que Marie Curie, elle a toujours été fière de ses origines polonaises. D'ailleurs, les médias polonais se déchaînent aussi sur la question. Oui, en fait, ils estiment que la Pologne aurait dû être consultée en amont. Ils rappellent que Miguel de Cervantes n'est pas devenu Michael ou Michel. Maria n'a donc pas à devenir Marie. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a même une pétition qui a été lancée justement pour sensibiliser la BCE. À ce jour, elle cumule un petit peu moins de 10 000 signatures.
Alors évidemment, rien à voir avec l'ampleur de celle contre la loi Duplon, oui, mais tout de même, la présidente française Christine Lagarde a tenu à répondre. Dans une lettre, elle propose, en tout cas à l'heure actuelle, d'écrire Marie Curie et de mettre entre parenthèses son nom de famille, à savoir Skłodowska. Le gouverneur de la banque polonaise a lui aussi été mis sur le coup. L'avantage pour le lobbying, c'est qu'il est déjà sur place. C'est vrai, mais ça a fait un très long billet. Hein, en tout cas, voilà, c'est ça. Bon. Et au final, ça donne quoi? Mais pour l'instant, on ne sait pas vraiment. La BCE a annoncé prendre le problème très au sérieux. Dans un communiqué, elle affirme même consulter diverses sources historiques et linguistiques. Il faut savoir que le sujet, il est très important car la Pologne, elle a peu de grandes figures. Hein, c'est elle qui le dit. Et elle voit dans cette espèce de simplification, si vous voulez, une sorte de minimisation de la contribution polonaise à la culture européenne. Heureusement, la mise en circulation, c'est pas pour tout de suite, en tout cas pas avant plusieurs années. Ça laisse donc le temps de tester toutes sortes de combinaisons. Et qui sait, cette histoire se finira peut-être par un billet doux. Bien sûr, Marjorie. Merci en tout cas. Merci à vous, mes amis. À suivre sur Arte, Le sang à la tête, Jean Gabin, récit du Audiard dans ce film sur un mari trompé à la recherche de sa femme disparue. Et oui, ça peut secouer mes zigues avec délicatesse. Et ça ne se rate pas, bien sûr. Nous, on se retrouve demain, 20h05, pour un nouveau numéro de 28 minutes. Tchuss.